Le fractionnement du « moi » dans le processus de défense. Sigmund Freud. Le fractionnement du « moi » dans le processus de défense. Pendant un moment, je me trouve dans la position intéressante de ne pas savoir si ce que je m'apprête à dire doit être considéré comme quelque chose de familier et d'évident depuis longtemps ou quelque chose de complètement nouveau et surprenant. Je suis enclin à penser ce dernier. J'ai été frappé par le fait que le moi d'une personne que nous rencontrons en tant que patient en analyse a dû se comporter, des dizaines d'années auparavant, lorsqu'il était jeune, de manière remarquable dans certaines situations de pression particulières. On peut fixer en termes généraux et assez vagues les situations dans lesquelles cela se produit en disant que cela se produit sous l'influence d'un traumatisme psychique. Je préfère retenir un cas particulier isolé bien défini, même s'il ne couvre certainement pas tous les modes de production possibles. Supposons donc que le moi d'un enfant soit sous l'influence d'une exigence pulsionnelle puissante qu'il a l'habitude de satisfaire, et qu'il soit soudain effrayé par une expérience qui lui apprend que la poursuite de cette satisfaction apportera un danger réel et presque intolérable. Il doit alors décider soit de reconnaître le danger réel, de lui donner la préférence et de renoncer à la satisfaction instinctive, soit de nier la réalité et de faire semblant de se convaincre qu'il n'y a pas de danger, afin de pouvoir poursuivre sa satisfaction. Ainsi, il y a conflit entre l'exigence de l'instinct et l'interdiction de la réalité. Mais en pratique l'enfant n'emprunte aucune de ces voies ou plutôt les suit simultanément, ce qui revient au même. Répondre au conflit par deux réactions opposées et à la fois valables et efficaces. D'une part, à l'aide de certains mécanismes, elle rejette la réalité et refuse d'accepter tout interdit, d'autre part, en même temps, il reconnaît le danger de la réalité, considère la peur de ce danger comme un symptôme pathologique et tente donc de se débarrasser de cette peur. Il faut avouer que c'est une solution très ingénieuse. Les deux parties en conflit reçoivent leur dû, l'instinct est autorisé à aller de l'avant avec sa satisfaction et la réalité est respectée. Mais tout cela se paie d'une manière ou d'une autre, et ce succès se fait au prix d'une déchirure de soi qui ne cicatrise jamais, mais s'approfondit avec le temps. Les deux réactions contraires au conflit persistent comme point central d'une scission du moi. L'ensemble du processus nous semble étrange parce que nous tenons pour acquise la nature synthétisante des processus du moi. Mais ici, nous nous trompons clairement. La fonction de synthèse du moi, bien qu'extrêmement importante, est soumise à des conditions particulières et est exposée à un grand nombre de perturbations. Cela nous aidera si nous introduisons une histoire clinique dans cette dissertation schématique. Un garçon, alors qu'il avait 3 ou 4 ans, a découvert les organes génitaux féminins lorsqu'il a été séduit par une fille plus âgée que lui. Après que ces relations aient été brisées, il poursuit sa stimulation sexuelle en pratiquant avec zèle la masturbation manuelle, mais il fut bientôt pris en cela par son énergique nourrice, et menacé de castration, dont la pratique était attribuée, comme d'habitude, au père. Ainsi, des conditions calculées pour produire un énorme effet de choc étaient présentes dans ce cas. Une menace de castration en elle-même n'a pas besoin de faire grande impression. Un enfant refusera d'y croire parce qu'il ne peut pas facilement imaginer la possibilité de perdre une partie aussi précieuse de son corps. Sa vision, précoce, des organes génitaux féminins aurait peut-être convaincu l'enfant en question d'une telle possibilité. Mais il n'en a pas déduit cette conclusion parce que son écart à le faire était trop grand et qu'il n'y avait aucune raison qui pouvait l'y obliger. Au contraire, s'il ressentait la moindre peur, elle était calmée par la réflexion que ce qui manquait à la fille apparaîtrait plus tard, elle aurait un pénis plus tard. Quiconque a observé pas mal de jeunes enfants se souviendra d'avoir rencontré ces considérations à la vue des organes génitaux d'une petite sœur. Mais c'est différent si les deux facteurs se produisent ensemble. Dans ce cas, la menace ravive le souvenir de la perception jusque-là considérée comme anodine et trouve dans ce souvenir la confirmation redoutée. Maintenant, le garçon croit comprendre pourquoi les organes génitaux de la fille ne présentent aucun signe de pénis, et n'ose plus douter que ses propres organes génitaux puissent subir le même sort. Dès lors, il ne peut s'empêcher de croire à la réalité du danger de castration.
Le résultat habituel de la peur de la castration, le résultat considéré comme normal, est que, soit immédiatement, soit après une lutte considérable, le garçon accepte la menace et obéit à l'interdiction, soit complètement, soit au moins en partie, c'est-à-dire qu'il ne continue pas toucher ses organes génitaux avec sa main. En d'autres termes, renoncer, en tout ou en partie, à la satisfaction de l'instinct. Cependant, nous pouvons accepter que notre patient trouve un autre moyen. Il a créé un substitut au pénis qui lui manquait chez les femmes, c'est-à-dire un fétiche. Ce faisant, il est vrai qu'il niait la réalité, mais il avait sauvé son propre pénis. Tant qu'il n'était pas obligé d'admettre que les femmes avaient perdu leur pénis, il n'avait pas besoin de croire à la menace qui lui avait été faite, il n'avait pas à craindre pour son propre pénis et pouvait donc continuer sa masturbation en toute sécurité. Ce comportement de notre patient attire notre attention car il s'agit d'un rejet de la réalité, procédé que nous préférons réserver aux psychoses. Et dans la pratique, ce n'est pas très différent. Mais nous arrêterons notre jugement, car en y regardant de plus près, nous découvrirons une différence importante. Le garçon n'a pas simplement contredit ses perceptions et créé l'hallucination d'un pénis là où il n'y en avait pas, il n'a fait qu'un déplacement de valeur, il a transféré l'importance du pénis à une autre partie du corps, opération dans laquelle il a été aidé par le mécanisme de la régression, d'une manière qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer. Ce déplacement ne concernait que le corps féminin, quant à son propre pénis, rien n'avait changé. Cette manière d'aborder la réalité, qui mériterait presque d'être qualifiée de raffinée, est déterminante pour la conduite pratique du garçon. Il a continué sa masturbation comme s'il n'y avait aucun danger pour son pénis, mais en même temps, en totale contradiction avec son apparente intrépidité ou indifférence, il développait un symptôme avec lequel, malgré tout, il reconnaissait le danger. Il avait été menacé de castration par son père, et immédiatement après, parallèlement à la création de son fétiche, il développa une peur intense que son père le punisse, ce qui exigea toute la force de son masculinité pour le dominer et l'hypercompenser. Cette peur du père est muette au sujet de la castration, aidée par la régression à une phase orale, elle prend la forme d'une peur d'être mangé par son père. À ce stade, il est impossible d'oublier un fragment primitif de la mythologie grecque qui raconte comment Cronos, le vieux dieu père, dévora ses enfants et tenta de dévorer son plus jeune fils Zeus comme les autres, et comment il fut sauvé par la force de sa mère. Et châtera son père par la suite. Mais, revenant à notre cas, nous devons ajouter que l'enfant a également produit un autre symptôme qui, bien que bénin, il a gardé jusqu'à ce jour. C'était une susceptibilité anxieuse au fait que l'un de ses orteils soit touché, comme si dans tout ce balancement de déni et d'acceptation c'était la castration, cependant, celle qui trouvait une expression plus claire. Fin. Le fractionnement du « moi » dans le processus de défense. Sigmund Freud.